Et en effet, on s'est dit, lettre à la jeunesse, c'est pour nous, c'est pour la Baule. Ça peut pas, c'est à nous que ça s'adresse, puisque la jeunesse ne se mesure pas simplement aux années, mais au goût de créer, à l'envie de vivre et au goût du risque également, et à l'idéal que nous avons tous et que nous allons partager. Et donc maintenant, j'invite le général de Villiers à me rejoindre pour que nous puissions ensemble parler de ce livre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il faut toujours commencer par un silence. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, vous qui avez l'habitude de parler en public, mais c'est joli, un silence. Bon, nous sommes assez tus comme ça. En général, je vois que vous avez, depuis votre premier livre date de 2017, et le dernier en date de 2022, vous avez publié 4 livres en 5 ans. 4 livres en 5 ans, mais après 43 ans de silence, les 43 ans que vous avez passés dans l'armée française. Pourquoi d'abord autant de silence, et ensuite pourquoi cette volonté de communiquer et de vous adresser à vos lecteurs? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre ce temps de réfléchir. Aujourd'hui, tout le monde court après le temps, et le fait que vous trouviez le temps de réfléchir autour de ce livre sur la jeunesse est un signe d'espérance, me semble-t-il, pour notre pays. Merci, monsieur le maire, d'être ici pour m'accueillir dans cette belle ville de La Baule. Je suis désolé d'avoir ramené la pluie, mais elle est nécessaire pour les agriculteurs, donc réjouissons-nous. Oui, je n'ai pas eu l'impression dans ma carrière militaire d'être particulièrement silencieux, et j'ai essayé modestement de garder ce qu'il y a de plus précieux pour tout individu, c'est la liberté par rapport à moi-même et une certaine liberté de parole. Ça ne m'a pas nui, ça s'est un tout petit peu gâté sur la fin. Néanmoins, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Alors depuis 5 ans et demi maintenant, c'est vrai que j'ai une autre forme de liberté, je suis moins limité par le devoir de réserve et la confidentialité des domaines que je traitais lorsque j'étais dans l'armée, notamment les 10 dernières années, mais globalement, je trouve que le silence ne m'a jamais pesé lorsque j'étais dans l'armée. Je parle souvent de la nécessité du silence, et vous l'avez évoqué à juste raison, dans notre monde du brouhaha et du bruit, de l'image, dans ce monde suraccéléré, eh bien, je crois qu'il est bon de savoir garder le silence de temps en temps. Alors j'ai écrit 4 livres en 5 ans, vous avez raison de le souligner, c'est beaucoup. On n'a pas dit que c'était trop. C'est bien, c'est un bon rythme, il faut le garder maintenant. C'est beaucoup. Si ma femme était là, elle dirait probablement que c'est beaucoup trop. Parce que écrire un livre, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de travail, et il ne faut pas croire que ça naît comme ça, sans effort. En réalité, je n'avais rien prévu de tout cela, et quand j'ai quitté mes fonctions, à l'été 2017, j'avais simplement reçu de la part de tous les grands éditeurs français un mail, curieux, me disant qu'ils étaient prêts à éditer un éventuel ouvrage. Et finalement, alors que j'avais rien prévu, je me suis dit, on peut peut-être réfléchir, et quand j'ai écrit Servir, le premier, et que j'ai vu les scores, on en est à 200 000 exemplaires vendus pour Servir, je me suis dit qu'on pourrait peut-être continuer dans cette veine, non pas pour jouer l'intéressant, il y a longtemps que ça ne m'intéresse pas de jouer l'intéressant, simplement pour transmettre, qui est la mission que je me suis fixée, transmettre ce que j'ai appris grâce à l'armée, dans l'armée, pendant 43 années au service de la France. Et cette notion de transmission s'adressant dans 2 directions. La première qui est prioritaire, c'est la jeunesse, toute la jeunesse dans sa diversité, depuis le jeune des cités aux jeunes des grandes écoles,
et puis l'entreprise, la petite et la grande, là aussi, dans leurs problématiques différentes, parce que le monde de l'entreprise est essentiel pour notre pays. Voilà un peu l'origine de cette nouvelle vocation, de ce nouveau métier d'auteur. J'ai poursuivi ce 4e livre en l'accélérant, je dois vous le dire, car mes rencontres avec la jeunesse me montraient combien elle était en attente, combien elle a soif de messages, et parfois on ne lui répond que par des procédures, des process, de la rationalité, alors qu'elle attend qu'on lui parle aux tripes, au cœur, au sens. Et j'ai accéléré par ce système des 45 lettres qui présente l'avantage d'être facile à lire, des phrases courtes, parce que nos jeunes ne vont plus beaucoup dans les librairies, il faut les toucher là où ils vont, c'est-à-dire sur des choses faciles à lire, faciles à comprendre. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure de Parole d'honneur. Mais alors vous conseillez à la jeunesse ce qui est le contraire de la jeunesse. Vous lui conseillez le temps long, vous lui conseillez la patience, alors que la jeunesse, dit-on, veut l'immédiateté et la jeunesse est pressée. Et vous lui dites, eh oh, on se calme, on attend, on patiente et on mise sur le temps long. Est-ce que vous allez être entendu? Oui, j'ai le sentiment d'être entendu. Beaucoup d'écrivains ou d'auteurs rêveraient d'avoir des scores pareils. Bien sûr. Et ce qui me fait très plaisir dans les séances de dédicaces, là où je vais dans toute la France, je fais 2 déplacements par semaine à peu près, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Et il y a beaucoup de jeunes. Il y a 10 jours, j'étais à Ginette, 600 jeunes. Alors Ginette, c'est une clientèle particulière, si je puis dire, mais enfin c'est quand même magnifique de voir 600 jeunes debout qui acclament des propos qui ne sont pas des propos démagogiques. J'ai l'habitude de dire ce que je pense. J'ai fait mes preuves. J'étais dans un grand lycée en province, première terminale, 300 jeunes, pareil. Et ce n'étaient pas des propos qu'ils entendaient au quotidien dans leur lycée. Non, je crois que les jeunes sont en attente d'un discours clair, d'un discours équilibré entre 2 choses. Ils attendent 2 choses finalement, qui leur manquent. L'amour, la bienveillance, il faut s'occuper d'eux, il faut les aimer, et ensuite la fermeté, la vraie, le cadre dans lequel ils doivent évoluer avec des limites gauche et droite. Voilà, c'est assez simple et c'est cet équilibre subtil qu'il manque, de mon point de vue, pour la jeunesse. Et quand on leur parle avec des mots simples, des mots clairs, ils comprennent très bien où on veut les emmener. J'ai vu ça dans l'armée. En fait, l'armée, c'est pas un modèle transposable compte tenu de sa spécificité, mais c'est un bon laboratoire. Et on voit des jeunes de tous milieux sociaux, de tous milieux intellectuels, qui se mettent ensemble pour aller jusqu'au sacrifice suprême, pour la France, pour les valeurs, pour la paix, pour quelque chose qui les dépasse. Et c'est peut-être ce quelque chose qui les dépasse qu'on ne veut pas aborder aujourd'hui et qui permet d'unifier, de dépasser, de surpasser. En tout cas, moi, c'est comme ça que je parle aux jeunes et je constate que c'est ce qu'ils attendent. Dans Servir, vous écrivez ceci. À cette jeunesse déboussolée, l'armée offre tout ce que les jeunes devraient rejeter. De l'effort, de la discipline, de l'autorité, des absences prolongées, des perspectives salariales modestes. Ce que nous avons à proposer, c'est une vie sans confort ni repos. Et pourtant, nous continuons à recruter de l'ordre de 25 000 jeunes par an. Donc, vous avez un succès fou auprès de la jeunesse. Bah, l'armée. Écoutez, l'armée arrive à recruter effectivement 25 000 jeunes par an. Je me suis toujours posé la question, dans cette société quand même du bien-être, du télétravail, parfois plus la télé que le travail d'ailleurs, on ne peut pas dire que ce soit évident quand même. Ils viennent chez nous, on leur dit demain matin 6 heures, le lit au carré. Et ils nous répondent, mais je ne me suis jamais levé à 6 heures.
personne ne m'a jamais rien dit comme ça. Non, je crois que tout simplement, il faut oser et qu'ils attendent parce qu'ils ont soif. Et c'est peut-être nouveau par rapport à la génération des cadras d'aujourd'hui. Ils ont cette soif. Simplement, on peut assez facilement critiquer cette jeunesse actuelle en disant qu'ils ont leur portable à la main, qu'ils ne veulent pas travailler, que ceci, que cela. Bien sûr, chaque génération a ses caractéristiques. Mais je vous assure que quand on leur parle au cœur, quand dans les entreprises, on leur explique le pourquoi du comment et pourquoi, quelle est la raison d'être, quelle est l'utilité de leur mission, eh bien, ça marche. En tout cas, dans l'armée, ça marche. Quand on voit la dureté des opérations militaires d'aujourd'hui, la violence à laquelle assistent nos soldats et la vaillance dont ils font preuve, je dis que c'est possible. Et je ne partage pas le déclinisme, le découragement, cette espèce de dépression collective que nous traversons, parce que je pense que la France en a vu d'autres, et notre jeunesse aussi. Et j'en profite pour faire un peu de réclame, pardon mon général, mais nous recevrons pour le prochain rendez-vous des écrivains Dorothée Oliéric, grand reporter qui a couvert tous les théâtres d'opérations de guerre et qui vient de publier un livre consacré à ce jeune héros français, Maxime Blasco, un tireur d'élite qui est mort au Mali et dont elle a écrit la biographie. Et ce que vous dites est parfaitement juste, c'est-à-dire qu'au départ, ce type était un jeune pâtissier, tout simplement, qui vivait une vie un peu molle, un peu ratée, et qui a décidé d'entrer, par amour de la France, dans l'armée jusqu'à devenir tireur d'élite. Et il a sacrifié sa vie pour la France. Vous en parlez beaucoup dans vos livres de cette jeunesse qui se sacrifie et des cérémonies qu'il y a aux Invalides. Oui, parce que notre société a tendance à vouloir ignorer la mort. Et d'ailleurs, la pandémie, l'importance que ça a pris, c'était le retour de la mort, en quelque sorte, dans notre société. Même moi, il peut m'arriver de mourir. Chacun pensait ça. On a oublié ça. Et nous, dans l'armée, c'est vrai que c'est consubstantiel à la mission. Et nos jeunes savent qu'ils prennent des risques quand ils signent leur contrat. Avant, on n'abordait pas trop ces sujets. Maintenant, on le dit clairement. D'ailleurs, il est obligatoire d'avoir une assurance, etc. Et je crois que cette mort qu'ils ont en face d'eux, quand ils sont la veille d'opération, ils réfléchissent à tout ça, eh bien, ça transcende au contraire leur vie et leur mission. Et c'est la preuve que quand on est exigeant, mais bienveillant, eh bien, on obtient des résultats. On les emmène vers le beau, le vrai, le bien. On les emmène vers le dépassement d'eux-mêmes. Et ils se disent, jamais je n'aurais cru être capable de faire ça, et j'y suis arrivé. Cette notion de combat contre eux-mêmes et contre un adversaire pour gagner, vous voyez, on ne cultive pas suffisamment ces vertus dans notre système de l'éducation nationale actuelle. On aurait même tendance à faire du tout assurance, du tout assistance, là où il faudrait faire de l'audace, du courage. Et c'est ce que j'explique dans mon livre. Tous les mots que je viens de prononcer sont l'objet d'une lettre. Le courage, par exemple, aujourd'hui, c'est un mot qu'on ne prononce que très peu dans les grandes écoles. Je suis enseignant à Sciences Po, à Paris, et je leur parle de tous ces mots-là. Et ils en redemandent. Étonnant, Sciences Po Paris, on ne peut pas dire que c'est le cœur du militarisme forcené. Donc je crois qu'il faut avoir le courage de reparler du courage, pas simplement le courage, l'inverse de la paresse, c'est-à-dire faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est le niveau basique du courage du quotidien. Mais le courage qui est l'inverse de la lâcheté, le courage de trancher, le courage de dire la vérité, le courage de décider, le courage de regarder les gens droit dans les yeux, plutôt que cette comédie humaine des éléments de langage et du paraître. C'est ça que nos jeunes attendent. Finalement, ils attendent cette authenticité, cette vérité. En tout cas, c'est l'impression que j'ai quand je m'adresse à eux. Cette vertu que vous appelez de vos voeux pour vous-même et pour les jeunes et pour tous les Français, cette vertu, vous l'avez approchée dès votre plus jeune âge par le sport.
Ça a été très important, ça, pour vous. Le sport, l'activité physique, se dépasser, ça commence par là. Oui. Alors, quand je ne suis pas là pour parler de moi, mais on va midi à sa porte. Je me suis fabriqué peut-être par l'éducation que mes parents m'ont donnée, par le système éducatif qui m'a appris la vie, ensuite par l'armée qui m'a beaucoup appris, très rapidement, évidemment, et puis par le football, par le sport, tous les sports, mais par le football. Parce que j'ai compris ce que c'était qu'une équipe. J'ai compris qu'un joueur ne fait pas une équipe. Voilà. Je l'ai compris bien avant le Paris Saint-Germain, qui ne l'a toujours pas compris. Il faudrait que je leur explique. Vous voyez, une équipe, ce n'est pas les meilleurs joueurs du monde. Vous voyez, Didier Deschamps, il a compris ça. En 2018, on a été champion du monde. Tant pis pour ceux qui n'aiment pas le foot. Je suis désolé, je vais être très vulgaire, mais je les emmerde. Vous en parlez dans votre livre, là. Donc, j'aime le football. Et donc, cette passion, Didier Deschamps, il a réfléchi en 2018. Il a laissé des très bons joueurs qu'il n'a pas pris en Russie. Il a pris la meilleure équipe. Et c'est plein d'enseignements, le football. Vous voyez, une défaite construit la prochaine victoire. On a tous des défaites personnelles dans la vie. On en connaît des échecs, parce que personne n'est parfait. Eh bien, on s'en sert pour construire quelque chose de meilleur. La fois prochaine, on gagne. Le fait que l'équipe gagne quand elle a cette cohésion, cette fraternité, ce sens du collectif qui s'est un peu perdu dans notre société très individualiste. Oui, le football m'a beaucoup appris, mais d'une manière générale, j'ai écrit une lettre sur l'importance du sport. Je pense que dans notre système éducatif, et même plus globalement dans notre société, on n'utilise pas suffisamment le sport pour s'adresser aux jeunes. Nos élites ne font pas de sport. Il n'y a pas d'épreuve de sport dans les concours qui sélectionnent nos futurs dirigeants. C'est une erreur. Notre système éducatif minore le sport. Il n'y a pas d'installation suffisante, il n'y a pas d'éducateurs sportifs suffisants. Et quand je vais dans les cités, parce que ça fait partie de mes activités, de quoi parle le jeune? De sport, de foot. Évidemment, 80-90%, pour ne pas dire plus, de ces jeunes sont intéressés par le sport. Et nous, on leur explique qu'il faut passer le bac et puis ensuite faire un Master 1, un Master 2, etc. On leur parle de tas de trucs dont ils n'ont rien à faire. Donc, je crois que le sport, c'est fondamental. Et je le vois, moi, dans les jeunes qui nous arrivent dans l'armée. On les fabrique par le sport. Quand je suis arrivé à Saint-Cyr, le premier jour, je raconte souvent cette anecdote parce qu'elle est révélatrice, on m'a mis en treillis, pas de surprise, et on est allé chez le coiffeur. Pas de surprise. Et après, à peine arrivé, on nous a fait courir autour d'un bois qui s'appelait le Bois Nord, ça faisait à peu près 400 mètres, on était une vingtaine. Premier jour, à peine arrivé, avant la fin de la matinée. Un tour, 2 tours, bon. Et moi, j'étais très sportif, footballeur, donc je me disais, là, pas de problème. Et je parle souvent de la nécessaire humilité. Là, j'ai été entamé dans mon orgueil parce que je me suis aperçu que les instructeurs se relayaient. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit que les vins se disloquent. L'instructeur vient me voir. Toi, tu cours bien, tu es un chameau coureur, tu vas prendre le sac de ton camarade qui ne suit pas, un sac devant, un sac derrière, c'est plus la même histoire. On part ensemble, on arrive ensemble. Bon, on continue à courir et puis on arrive, je termine épuisé pendant que mon camarade à qui j'avais porté le sac, évidemment, était plus frais que moi. Je me dis, ils ont une drôle de conception de la justice sociale. Quand on est bon, on en chie plus que quand on est mauvais. C'est curieux. L'instructeur vient me voir et me dit, c'est bien, c'est ton premier jour, tu as compris, on part ensemble, on arrive ensemble. Vous voyez, la cohésion. Et je l'ai compris et nos élites, à mon avis, devraient le comprendre un peu plus parce que quand ça rentre par les pieds, ça reste plus longtemps dans le cerveau que par le simple cerveau. Et ça m'est resté, on part ensemble, on arrive ensemble. Vous dites même que la souffrance physique est formatrice.
La souffrance physique. Oui, elle est formatrice parce qu'on fait des choses qu'on n'aurait pas l'impression qu'on serait capable de faire. Beaucoup de jeunes me disent, après une marche commando, un gros effort physique, jamais je n'aurais cru être capable de faire cela. Ouais. Jamais. Et pourtant, j'y suis arrivé. Alors, il y a une autre expression qui revient assez souvent dans vos livres, c'est « en petite foulée ». C'est quoi ça? Oui, En petite oui, foulée. bon, c'est une expression classique. Classique chez les militaires, ça veut Oui, dire classique, c'est-à-dire que Non, mais c'est important, c'est très formateur, ça, en petite foulée, parce qu'on peut se dire ça tout le temps. quand on a commencé, par exemple, le premier jour à Côte-Quidan, on ne nous a pas dit « allez, on court ». On nous a dit « en petite foulée derrière moi ». Vous voyez, c'est une expression militaire. Et quand je commandais mon escadron, il y a ici mon ancien adjudant d'escadron qui est dans la salle, il s'en souvient. En fait, la jeunesse, elle a besoin d'objectifs, elle a besoin de savoir qu'elle est utile. Et pour montrer à mes soldats qu'ils étaient utiles et qu'il fallait rentabiliser le temps, je leur demandais de ne pas marcher, mais de courir. Vous voyez ? Et que s'ils remplissaient la mission en courant, ils iraient plus vite et que donc peut-être qu'au bilan, ils auraient un peu plus de permission. C'était l'armée de la conscription à l'époque. Et on dit toujours en petite foulée. Voilà, et sachant qu'en petite foulée, on peut aller très loin, finalement. Ben, en petite foulée, on va très loin et surtout, on va plus vite qu'en grandes enjambées. Voilà. Ah non, mais c'est plein de bons conseils pour la vie de tous les jours, vos livres. Mais alors, vous critiquez parfois les élites, mais les élites, vous en faites partie. Vous en avez fait partie. Vous avez fait une carrière militaire extraordinaire, donc vous les avez vus, vous les avez côtoyés. Comment avez-vous réussi à vous prémunir de leurs défauts? Alors, d'abord, c'est pas péjoratif dans ma bouche quand je parle des élites. Simplement, j'ai eu cette expérience presque unique. En fait, j'ai fait mes 10 dernières années au cœur de l'État, 2 ans à Matignon, monsieur le maire l'évoquait. Ensuite, j'ai été numéro 2 pendant 4 ans et ensuite presque 4 ans numéro 1. Et donc, j'ai vu comment ça se passe au sommet de l'État. Et j'ai donc une petite culture politique, en quelque sorte, en tout cas, connaissance du fonctionnement de l'État. J'avais déjà fait 2 ans précédemment à Matignon, ça fait 4 ans. Et c'est vrai que j'ai vu petit à petit cette crise de l'autorité monter, crise de l'autorité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, parce que tout n'arrive pas du jour au lendemain, et cette tendance, elle s'est construite depuis finalement la dernière rupture sociétale qui était 68, il y a plus de 50 ans. Et cette crise de l'autorité, c'est cette absence de confiance entre ceux qui décident et ceux qui exécutent en quelque sorte. Et elle me semble, ce fossé qui s'est creusé progressivement me semble continuer à se creuser aujourd'hui. Ce n'est pas simplement entre les politiques et les citoyens, c'est globalement dans notre société, dans les associations, dans les clubs de foot, dans les entreprises, partout, l'obéissance ne va plus de soi. Avant, on pouvait donner un ordre et il était exécuté. Maintenant, il faut expliquer pourquoi l'ordre est juste, pourquoi il est intéressant que cet ordre soit exécuté, etc. Il y a une défiance. Alors, il faut reconnaître que c'est vrai qu'il y a de quoi être défiant aujourd'hui. Dernier épisode sur la pandémie, vous vous souvenez, on a commencé l'histoire avec les masques qui étaient inutiles parce qu'il n'y en avait pas. Ensuite, on nous a expliqué que les masques étaient finalement essentiels et que sans masque, on ne pouvait rien faire contre la pandémie. Il faut se mettre à la place des gens et singulièrement des jeunes. Parce que moi, c'est les jeunes qui m'intéressent. Les jeunes représentent l'avenir. Finalement, ils ont du mal à croire à la parole de l'adulte qui s'est un peu décrédibilisé. Il faut reconnaître. Aujourd'hui, quand un jeune vous interpelle, il vous dit « c'est le bordel, on est en crise générale, multiple, simultanée ». On a eu la crise sanitaire, on a donc cette forme de crise politique démocratique dans toutes nos démocraties européennes. C'est quand même
50% d'abstention, 50% de vote extrême, et dans la jeunesse, à Sciences Po, 80% ont voté Mélenchon. C'est un sondage officiel. Bon. Donc il y a quand même un souci politique. Crise économique, on voit bien que le libéralisme, le libre-échangisme mondial qui était censé apporter le bonheur, n'apporte pas que du bonheur. Et du bonheur surtout pour les GAFA. Crise financière, on est à 115% de la dette en France du PIB. On m'avait expliqué qu'au-delà de 100%, les plus grands économistes m'avaient expliqué ça, qu'au-delà de 100%, c'était foutu. On ne pouvait plus rien faire, on serait au-delà de la Grèce. Crise sociale, regardez dans quel état nous sommes. Aujourd'hui est un bon jour. Et on se souvient des Gilets jaunes, et qui n'était pas une simple crise sociale, mais c'est une crise sociétale. Crise écologique, c'est le premier thème qu'abordent tous les jeunes quand ils viennent me parler. La crise écologique, le dérèglement climatique. Révolution technologique multiple qui fait qu'on est en train, si on y prend garde, d'oublier la place de la personne au centre des préoccupations. Et j'allais dire crise civilisationnelle, on ne sait même plus qui on est, on ne sait même plus d'où on vient. C'est la phrase de Fénelon, d'aucun temps ni d'aucun pays. Donc les jeunes, aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas facile. Et que cette crise de confiance, elle est là. Et ça dépasse simplement la crise politique ou la crise des dirigeants. C'est bien au-delà. Et pourtant, moi je pense que si on leur donne des points d'ancrage, la confiance, l'autorité, la stratégie, le leadership, le courage, et puis des valeurs fondatrices, eh bien, on peut emmener ces jeunes au bout du monde. Après, c'est le dernier chapitre de mon livre « Parole d'honneur ». Pour ceux qui ne l'ont pas lu, il y a un excellent libraire ici à la sortie. Apprendre à nos jeunes à aimer la France. C'est la clé de mon point de vue. Et ils ne demandent que cela, contrairement à ce que l'on croit. La fierté française, le drapeau, la patrie, la nation, tout ça, c'est des mots qui résonnent. Simplement, il faut leur expliquer. Il faut leur en parler sans complexe, sans tourner autour du pot et sans être accusé d'être quelconque excessif ou nationaliste. Et ils attendent ces valeurs françaises. Regardez, sur les Champs-Élysées, alors qu'on n'avait pas gagné la Coupe du Monde, la majorité des drapeaux français étaient portés par des jeunes. Moi, je crois que les choses ont beaucoup évolué ces dernières années, que les jeunes attendent ce message, parce que les crises sont là, elles sont profondes, elles sont, et c'est nouveau, simultanées, et il faut leur répondre par cet amour de la France, qui sera, et ça rime, source d'espérance pour eux. Et vous terminez par le mot le plus important pour vous, l'humanité, c'est-à-dire remettre la personne au cœur de tout, remettre l'humain. Oui, je crois que c'est mon message, s'il y en avait un à retenir dans toute mon action depuis 5 ans et demi, et c'est le cœur de la colonne vertébrale de l'armée. On dit l'armée ça tient, comment vous faites, etc. Parce que nous avons conservé la place de la personne au centre des préoccupations. Alors là, je vais être un peu critique, mais j'ai eu cette chance d'être à Matignon pendant 4 ans. J'ai connu 3 premiers ministres, j'ai vu comment fonctionnait l'État français. Je vous garantis que les décisions ne sont pas toujours prises sur les conséquences qu'elles auront sur les citoyens, mais plus sur des critères financiers et juridiques. Quel cavalier juridique va-t-on prendre? Quelle enveloppe budgétaire? Quelle ligne budgétaire? Et moi, je crois que ce sont 2 moyens, ce ne sont pas 2 fins. Et que la fin, aujourd'hui, c'est la personne, l'homme, la femme, que l'on a l'honneur de diriger. Nous sommes trop dans une logique de pouvoir et nous avons oublié la responsabilité. Et nos jeunes, ils veulent de la responsabilité. Ils ne sont plus, beaucoup moins en tout cas, intéressés par le pouvoir, l'argent. Beaucoup quittent d'ailleurs ces parcours-là pour aller donner du temps pour les pauvres. Dans les organisations non gouvernementales, ils prennent une année de césure. Ils ont besoin de cette générosité. Et on leur parle sans arrêt à l'intelligence quand ils attendent du cœur. Donc je crois vraiment que ce mot humanité est clé et qu'il est grand temps face aux percées technologiques qui, encore une fois, apportent des plus-values. On ne discute pas son époque, on l'épouse, mais on la façonne
face à ces percées technologiques, il faut surtout remettre la place de la personne au centre de nos préoccupations, au centre de notre société. Vous dites même que dans la crise, on peut tirer parti de la crise en lui opposant des qualités que vous rappelez: liberté d'action, économie des forces, concentration des efforts, optimisme de volonté, humilité, agilité. Ça, ce sont des vertus militaires. Oui, mais ce sont des vertus transposables. C'est ça. J'étais un peu inquiet quand j'ai quitté l'institution militaire sur ma faculté d'adaptation à la société civile. Et on m'avait dit, les civils ne t'attendent pas et tu vas comprendre ta douleur. Et en réalité, pas du tout. Je n'ai pas du tout ce sentiment-là et je n'ai eu à aucun moment un sentiment de décalage. En fait, c'est la même situation géostratégique que celle que j'ai connue dans l'armée, dans la société civile, dans l'entreprise. Les mêmes contraintes géostratégiques. Et Dieu sait si ce facteur mériterait d'être mieux pris en compte, à mon avis, aujourd'hui. Encore, le réveil risque d'être douloureux. Ce sont les mêmes problématiques d'adaptation, de transformation de nos organisations. Le mot transformation dans les entreprises, c'est la transformation permanente. Ce sont les mêmes difficultés de management et surtout de leadership, de chef, de dirigeant. Ce sont les mêmes révolutions technologiques que j'ai vécues dans l'armée et que l'on vit dans la société civile. Et puis, plus important, c'est la même matière première, c'est la même patte humaine, la même jeunesse. Donc, les leçons que j'ai tirées de mon séjour militaire, finalement, sont extrêmement utiles. Alors, moi, je ne suis pas un contrôleur de gestion, et j'ai un indicateur simple. Je pensais, ma femme pensait, mes enfants pensaient qu'avec le temps, j'allais être de plus en plus peinard. En réalité, c'est exactement l'inverse qui se produit. Aujourd'hui, en moyenne, bon, le chiffre n'est pas faux, c'est à peu près 120 demandes par mois d'intervention de tout type. Et ça ne cesse d'augmenter. Donc, vous voyez bien qu'en philosophie, on dit le vide est une plénitude. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment un besoin d'un message qui soit un message à la fois d'espérance, mais aussi de réalité, de clarté. Peggy disait, il faut dire ce que l'on voit, mais plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. J'essaie de voir ce que l'on voit, mais je ne le fais pas à la mode. Tous au suicide, c'est foutu, la France va disparaître, la civilisation avec, aux abris, casque à pointe. Non, je le fais avec l'espérance au cœur, parce que je crois que la vocation de la France existe et qu'elle s'en sortira, parce que précisément, cette vocation fait qu'elle a une vocation universelle. Et excusez-moi, mais quand j'étais chef d'état-major des armées françaises, je n'étais pas le chef d'état-major de n'importe quel pays européen. J'étais le premier engagé en opération. J'étais le plus grand subordonné, adjoint, allié des États-Unis. Et j'étais reçu partout par toutes les autorités politiques. J'étais le seul avec l'Américain. Donc la France a peut-être un petit PIB, la France a peut-être une petite économie, peut-être une petite démographie, mais la France est un grand pays qui compte dans le monde, à la condition qu'on y croit soi-même et qu'on croit en la France. C'est ça qu'attendent les jeunes. Et vous dites que l'éclat de la France, vous l'avez remarqué dans tous vos voyages et dans toutes vos opérations, l'éclat, on n'en a pas conscience, nous. Bah écoutez, quand j'étais à l'étranger, j'étais admiré, respecté, craint par les adversaires que je rencontrais. Je rentrais et je voyais un pays repentant sur sa propre histoire. C'est de bon ton quand même de critiquer l'histoire de France. Misérabilisme total. Alors, il m'arrivait dans mes entretiens en tête-à-tête avec le président, je lui disais, je rentre de tel endroit, formidable, la France, mais je trouve un pays mal en point, monsieur le président. Et il me disait, j'ai le même sentiment. Bon, ça fait plaisir, mais enfin bon, il y a un moment quand même, il faut que ça change, quoi. Il n'y a que les Français qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Et en plus, 75 ans de paix,
Nous sommes abrutis par la paix, endormis par le bien-être quotidien. Le réveil va être douloureux. Les jeunes, il faut leur en parler. Moi, je ne veux pas dire que la guerre est à nos portes, pas du tout. Simplement, 75 ans de paix, c'est rare dans l'histoire de France et dans l'histoire du monde. Donc, il faut quand même préparer notre jeunesse à des situations de difficulté. Et ce n'est pas avec une pédagogie de la mollesse, de la faiblesse, et tu vas découvrir toi-même, il ne faut pas te traumatiser, t'inquiète pas, etc., qu'on va y arriver. Alors justement, il y a une lettre sur le courage. Il y a une lettre très importante dans votre livre sur le courage, et vous rappelez que le général de Gaulle jugeait les hommes selon 3 critères, l'instinct, l'imagination et le courage. Et les Français aiment le courage. Oui, je crois que les Français aiment surtout la clarté. Et aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est dans le clair-obscur. Au début de la semaine, c'est ça, à la fin de la semaine, c'est ça, etc. C'est pas possible, très franchement. Et peut-être que l'armée, à certains égards, est caricaturale, mais on marche sur le pied gauche ou sur le pied droit. C'est comme ça qu'on avance. Et on a un cap. Et on ne change pas de cap. On ne change pas d'effet majeur en cours d'action. Vous savez, l'effet majeur, c'est le terrain que l'on doit gagner face à l'ennemi. Et si on gagne ce terrain, la mission sera remplie. En tout cas, on aura gagné la bataille. Pas la guerre, mais la bataille. Donc on ne change pas d'effet majeur en cours d'action. Aujourd'hui, on change d'effet majeur en permanence. Et on est dans la tactique, alors qu'il nous faudrait de la stratégie. Les jeunes, ils veulent qu'on les tire loin. Fais de ta vie un rêve et du rêve une réalité. Et aujourd'hui, on est dans l'annonce quotidienne, la dépêche AFP de l'après-midi, la séquence de communication sur tel thème, etc., etc. Moi, je crois qu'il faut voir beaucoup plus loin et qu'on manque de stratèges. On a trop de tacticiens. Je dis ça dans les entreprises, c'est exactement la même chose. Votre entreprise, vous la voulez comment dans 10 ans? Ah, mon général, dans l'armée, on peut peut-être faire ça, mais vous savez, dans l'entreprise, vous ne connaissez pas bien. Moi, je ne sais même pas ce qui va se passer le mois prochain. Eh bien, précisément, Monsieur le Président, vous êtes président de votre entreprise. C'est votre boulot, c'est votre unique boulot. Votre principal boulot, c'est de donner la lumière, l'axe, la direction, la vision. Il n'y a pas de grand projet sans vision. Et ensuite, il y a l'audace pour maîtriser les risques. C'est comme ça que les grandes choses se construisent. Alors là, on est encore dans une époque de paix. Profitons-en, ça ne va peut-être pas durer. Mais à un moment, quand les temps seront plus difficiles, il faudra quand même se raccrocher à des principes simples. La vision, la stratégie. L'originalité de votre action, c'est précisément qu'elle est singulière, c'est-à-dire que vous refusez de faire de la politique alors que tout le monde vous demande de faire de la politique. Pourquoi? Pourquoi refusez-vous? Je ne suis pas surpris par cette question. Non, elle vient à chaque fois qu'on vous... Mais c'est un passage obligé. Certes. Excusez-moi. Non, cette question m'agace toujours. Parce oui, que mais je le sais. C'est pour ça que j'ai je vous la déjà pose. répondu 50 fois. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, mais pas ici. J'en conclus qu'il y a un problème de vide politique, puisqu'on me repose la question systématiquement. Moi, je suis un soldat, je suis un officier français, et ma vocation, c'est de servir la France. Je l'ai fait sous les armes, je le fais différemment aujourd'hui, notamment vers la jeunesse et l'entreprise, et ça suffit à ma mission. Je n'ai pas vocation à être un homme public politique, j'ai beaucoup d'admiration pour les hommes politiques. Croyez-moi, ce n'est pas facile d'être dirigeant politique aujourd'hui, ça ne s'est pas simplifié ces dernières années. Simplement, ce n'est pas ma mission. Et il faut comprendre comment je suis câblé, et à partir de là, il faut l'accepter. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'à certains égards, l'armée est devenue les pompiers de la République. Il y a un problème, on regarde comment fait l'armée. On voit bien, le creuset national est fracturé, on se dit on va faire un service national universel. Il y a une grande catastrophe naturelle, appelons l'armée, eux ils sauront faire, etc., etc.
mais on n'a pas vocation, les militaires, à se substituer à ceux qui ont les missions de les remplir. En l'occurrence, l'éducation nationale, si c'est le creuset national, et pour le reste, que je sache, il y a des ministères en charge de toutes ces catastrophes naturelles. Donc on est là pour éventuellement, de manière temporaire et à titre de moyens de substitution pour aider, et ça on le comprend bien, mais au-delà, non. Et donc mon état d'esprit reste celui-là. J'ai toujours servi loyalement les autorités politiques. J'ai eu cette grande chance de connaître les 4 derniers présidents de la République et j'ai connu toutes les facettes de la politique, la gauche, la droite, etc. Au-dessus de tout ça, pour moi, il y a la France et j'ai l'intention de continuer à la servir par ce que je fais aujourd'hui. Je fais beaucoup de choses vis-à-vis des jeunes, tous les jeunes. Ça m'occupe quand même. 4 bouquins, des séances de dédicaces dans toute la France. Alors évidemment, quand quelqu'un se déplace dans toute la France, 2 fois par semaine, il prépare sa campagne. Mais moi, j'ai quand même le droit de voyager sans être en campagne. Il campagne de quoi? Ça ne m'intéresse pas. Je ne me présenterai pas à une quelconque élection. Je l'ai déjà dit 50 fois. Donc je vous le répète à la Baule, ici. Il y a une belle salle, vous êtes nombreux, donc je vous demande de le répéter. Et écrire, c'est déjà agir. Parce qu'on me dit, ouais, c'est un pleutre, il écrit bien, mais c'est pas ce qu'on demande, on est dans la merde, etc., qu'ils nous sortent de la merde. Non, c'est pas mon boulot. Ce n'est pas mon boulot. Ce que vous voulez, au fond, ce que vous aimeriez, c'est convaincre chacun d'entre nous de se rattacher aux valeurs éternelles de la France. Oui, en quelque sorte, c'est contribuer, là où il est, à essayer de diffuser les idées que je développe dans mes livres ou dans mes propos, qui ne sont pas des idées ringardes, qui ne sont pas des idées conservatrices, ou réactionnaire, c'est les grands mots à la mode, dès qu'on a du solide, qui sont simplement des idées issues de la tradition française. Et la tradition, ce n'est pas un gros mot non plus. Nos jeunes, comment est-ce qu'on fait? On les agrippe au temps, et le temps, le fil du temps. Le premier jour, on leur présente la salle d'honneur du bateau, de la base aérienne, du régiment. Et ils s'aperçoivent qu'en fait, ils appartiennent à la cohorte de tous ceux qui ont fait ce que nous sommes, la nuée de tous ceux qui sont morts pour nous aujourd'hui. Et au bout d'un mois, on leur présente le drapeau bleu, blanc, rouge qui passe avec honneur et patrie devant eux. Et c'est toute l'histoire de France qui passe devant eux. Donc cet ancrage intergénérationnel, voilà ce qu'il faut faire. Et c'est ça que j'ai envie de faire, de transmettre. Et on est tous responsables de transmettre ce message. Ce n'est pas un message usé, usagé, c'est un message d'avenir. Et le nouveau monde qui nous avait été promis, c'est le monde du passé, d'ores et déjà. On le voit bien, cette mondialisation qui est en train d'échouer parce qu'on n'a plus de Doliprane. On l'a vu. Voilà. Alors, il y a un moment, il faut quand même revenir à la souveraineté. Je me réjouis de voir qu'il y a 2 ministères qui portent le nom souveraineté. C'était un mot, il y a encore quelques mois, qui était un mot ringard, dangereux, anti-européen, etc. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Non, il faut revenir au bon sens. Moi, les jeunes, ils cherchent le sens. Je leur dis, si tu cherches le sens, commence par garder le bon sens paysan. La renaissance du patriotisme, vous la sentez? Oui. Moi, je suis désolé, mais je vais raconter une anecdote. J'étais en fin 2014 au Burkina Faso, un soir, 19h, il faisait nuit et je discutais avec des forces spéciales qui étaient là, une bière à la main. Un sous-officier, sergent-chef, je vois dans la pénombre son galon, me dit, mon général, quand est-ce qu'on pourra mettre un drapeau français à notre balcon sans être accusé d'être un extrémiste? Je ne m'attendais pas du tout à ce type de question. Je lui dis, écoutez, moi, je n'ai pas de problème pour mettre un drapeau français, donc mettez votre drapeau français. Et, chef, on n'est pas des extrémistes, sinon on ne serait pas là.
Et on a disserté sur la France, sur la mission, sur la façon dont ils pourraient mourir le lendemain. Et bon, arrivent les attentats. Janvier 2015, Bataclan, 13 novembre 2015. Le 14 novembre 2015, j'ai une réunion comme chef d'état-major à Matignon, présidée par le Premier ministre de l'époque, M. Valls. Et à la fin, il vient me voir, mon général, comment allez-vous? Bon. Et je lui dis, ça va beaucoup mieux parce que je vais vous raconter une anecdote. Donc je lui raconte l'anecdote du sous-officier. Et le Premier ministre avait déclaré le matin même qu'il fallait mettre le drapeau français au balcon pour montrer que le terrorisme ne l'emporterait pas et que la France survivra à cette menace. Donc je lui explique et que ça faisait longtemps qu'on attendait ça et que c'était une bonne chose. 6 mois après, tout à fait par hasard, le sous-officier, je le rencontre sur un autre théâtre d'opération, vous voyez le rythme quand même des gens, et je lui dis alors, vous avez la réponse, vous pouvez mettre votre drapeau au balcon, vous voyez, les choses avancent. Et on a discuté, et j'ai redit ensuite au Premier ministre, M. Valls, que j'avais revu mon sous-officier. Bon, après, tout ça a changé, les premiers ministres changent, mais le sergent-chef, il est toujours dans l'armée, il reste. Et ce patriotisme, franchement, ce retour du patriotisme, je le sens. Simplement, ça doit être un patriotisme sans complexe, c'est tout. Moi, mes étudiants de Sciences Po, encore une fois, c'est pas ce qu'on leur enseigne, le patriotisme. Franchement, je n'ai pas le sentiment. Eh bien, pourtant, ils l'attendent. Et j'avais des velléités d'arrêter, et je suis avec 2 capitaines de vaisseau dans ce cours, des marins. Ils nous ont écrit une lettre collective en nous suppliant de ne pas arrêter. Vous voyez? Alors que, bon, moi, je n'ai pas un discours à l'eau de rose avec eux. Hein. On n'a pas le droit d'être en retard, c'est simple. Sinon, vous êtes viré du cours, 0. Il n'y a pas de deuxième chance. Vous voyez? Quand on rentre dans la salle, vous vous levez, parce que je suis l'autorité et que je suis bien gentil de venir chez vous. Donc, vous vous levez, vous ne restez pas vautrés sur vos tables. Bon, ils se lèvent. Hein. Voilà. Ils sont très contents. Vous voyez? Un exposé, c'est 20 minutes, c'est pas 21 et c'est pas 19. C'est comme ça. Ça s'appelle la règle des 3 C. Vous la connaissez, la règle des 3 C? C'est comme ça. Vous étiez sévère avec vos troupes, avec vos soldats. Est-ce que vous étiez un chef sévère? Parce que vous dites dans votre livre, être un chef, c'est servir. Non. J'essayais d'être juste. La justice, qui n'est pas de ce monde, mais j'essayais d'être juste. C'est-à-dire à la fois ferme et humain. Exigence, bienveillance. Voilà, c'est la ligne de crête sur laquelle il faut se trouver. Comme toutes les lignes de crête, c'est casse-gueule, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, on n'est pas ferme, c'est pas vrai, on n'est pas ferme. Enfin, cette justice ne fonctionne plus. Regardez, vous êtes condamné à 3 ans, vous savez qu'en fait c'est réduit de moitié, et ensuite si vous êtes sympathique avec les matons, ça sera réduit encore de moitié, etc. Mais c'est quoi ça? Dans l'armée, quelqu'un qui se prend 10 jours d'arrêt, il fait 10 jours d'arrêt. C'est comme ça, voilà. Donc on n'a pas la fermeté et on n'a pas l'humanité, parce que cette jeunesse, elle ne se sent pas aimée. Vous savez, elle a très mal vécu la pandémie. On n'en parle pas de tout ça. Mais les chocs post-traumatiques, dans l'armée, on connaît ça très bien, on a beaucoup travaillé ces dernières années. C'est énorme le nombre de blessés post-traumatiques. Et on a beaucoup progressé, la médecine, sur ce plan. Et on gagnerait à s'en occuper de ces jeunes qui ont été seuls, sans vie sociale, pendant des mois et des mois, avec comme seul compagnon un écran et des profs qui essayaient avec courage d'enseigner ces étudiants, ces élèves. Non, elle a souffert. Donc il faut s'en occuper. L'explosion des familles ne rend pas les choses faciles. Donc quand je dis l'humanité, remettre le souci de la personne au centre de tout, de toutes les décisions, c'est capital, en particulier avec les jeunes. Humanité, fermeté, voilà, ils comprennent très bien. Mais je le vois avec tous les jeunes avec lesquels je travaille, si vous êtes ferme sans être humain, ça ne passe pas. Si vous êtes humain sans être ferme, ça ne passe pas non plus.
Et quand on est ferme, ils savent que c'est pour leur bien. Et ils le comprennent très vite et très bien. Parce que, vous savez, il y a un sixième sens dans tout homme. Il y a des défenses immunitaires qui fonctionnent. Et les gens, ils n'aiment pas la chienlit. Ils n'aiment pas, ça ne leur plaît pas. Alors, comme c'est des Gaulois, ils gueulent dès qu'il y a un ordre. Mais quand même, ils sont contents d'exécuter. Très bien, merci. Nous arrivons bientôt au terme de cet entretien, mais la soirée va se poursuivre, mon général, puisque nos amis vont pouvoir vous faire signer leur livre. Vous, dans votre livre Parole d'honneur, vous rappelez une phrase de Churchill qui dit ceci: « On gagne sa vie par ce que l'on reçoit, on construit sa vie par ce que l'on donne. » Qu'est-ce que vous avez donné, vous? Et qu'est-ce que vous continuez de donner? Il est sûr que dans l'armée, on a une grande chance, c'est d'avoir des commandements de 2 à 3 ans, des affectations de 2 à 3 ans, et ensuite on tourne la page et on recommence et on va ailleurs. Donc on a un sens de la finitude. On sait qu'on est de passage sur cette terre. On est le 143e chef de corps du 1e lance-patate. Vous voyez? Ça rend humble, ça rend modeste et détaché en quelque sorte. Et ça, c'est le système militaire qui me l'a enseigné. Et partout, finalement, je me dis, qu'est-ce que tu laisses? Chaque fois, je me suis dit, qu'est-ce que tu laisses? Vous laissez ce que vous avez semé. Qu'est-ce que vous avez semé? La relation humaine. Ce que vous avez donné et ce que vous avez reçu. Un peu l'infrastructure. Les bâtiments restent parfois, pas toujours. Mon quartier, lieutenant, 2e dragon, 78, Agneau. J'ai été reçu par le maire d'Agneau très gentiment. L'autre jour, il m'a fait visiter le quartier. Il n'y a plus que le mur le long de la rue. Tout le reste, ratiboisé. Il y a des maisons de retraite, il y a des logements pour les étudiants. Ça calme. Je me suis reposé la question que vous m'avez posée. Qu'est-ce que j'ai laissé à Agneau? Ce que j'ai donné et ce que j'ai reçu, la relation humaine. Et dans la vie, c'est la même chose. Et à nos jeunes, il faut leur expliquer. Parce que trop souvent, on veut que nos jeunes réussissent. C'est bien. On leur fait passer des diplômes. C'est bien. Réussir dans sa vie, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est de réussir sa vie. Voilà, tu réussiras ta vie si tu es équilibré entre ton corps, ton intelligence, ton cœur et ton esprit. Tu réussiras ta vie si tu t'intéresses aux autres. Parce que le vrai bonheur, la vraie richesse, elle est chez les autres. C'est ça qu'il faut leur dire. Donc, ce que j'ai laissé, c'est ça. C'est le cœur. C'est la capacité à convaincre pour le collectif. C'est cet amour de la France, cet amour des autres, c'est-à-dire quelque chose d'immatériel. Mais c'est ce qui reste quand on a tout oublié. On dit ça de la culture. Mais c'est aussi dans toute action. Et beaucoup de nos dirigeants devraient relativiser leur action sur le mode « on est de passage sur cette terre ». Vous voyez, on est de passage sur cette terre. Et on peut à tout moment disparaître. Donc ce que l'on laisse, ce sont les personnes, ce sont les hommes et les femmes que l'on a l'honneur de diriger. Voilà. Et cette question, elle est fondamentale parce que dans le tourbillon actuel, dans les agendas hyper remplis, dans les activités actuelles, dans cette société hyper médiatique, on pourrait oublier l'essentiel. L'essentiel est là. Remettre la place de la personne au centre des préoccupations. Merci, mon général, pour cette belle parole et pour tous ces mots très forts que vous avez écrits dans vos livres. Merci, mesdames et messieurs. Mais avant de nous séparer, je vous demanderai de répondre à notre quiz, puisque nous avons 9 questions idiotes que j'ai écrites, que j'ai rédigées, et normalement qui doivent... Non, je ne sais pas me servir de ce truc-là. Ah si, oh, pardon. Voilà. Première question. Pourquoi écrivez-vous des livres alors qu'il est si agréable de ne rien faire? Alors, cette question aurait pu être posée par ma femme et mes enfants. C'est vrai que cette question, je me la suis posée.
je me la pose tous les jours quand je vois mon agenda. Et en plus, ça s'accélère. Donc, je suis dans une vis sans fin. Sauf que la vis, c'est moi le chef et que je peux tout arrêter du jour au lendemain. C'est l'avantage. Je dis ça à ceux qui ont des responsabilités. J'ai commandé 250 000 personnes. C'est vrai que du jour au lendemain, se retrouver tout seul à commander son propre chef, c'est difficile. Mais finalement, ce n'est pas désagréable. On est moins emmerdé. Donc j'écris tout simplement parce que je me suis fixé une mission, que la mission est sacrée. Cette mission, c'est un verbe, ça s'appelle transmettre. Transmettre vers les jeunes, vers les entreprises, et que je continuerai jusqu'à mon dernier souffle à transmettre. Je ne crois pas à l'oisiveté, je déteste le terme retraite, parce que dans l'armée, la retraite, ça a une signification tactique. De quoi avez-vous besoin pour écrire? Deuxième question. D'une idée d'abord, parce qu'il ne faut pas écrire pour écrire, il faut écrire pour avoir un message, une idée, la page blanche. Ensuite, ce qui est difficile pour moi, un ordinateur, parce que je tape mon texte directement. Après, il faut beaucoup de courage, il faut de la détermination, le courage du temps long, parce que pour écrire un livre, il faut des mois et des mois, et c'est un peu obsédant, obsessionnel. Et après, au-delà de l'écriture, il y a le livre, l'objet. Et il faut donc un bon éditeur. Alors, je sais que Laurent Bertaille, qui représente les éditions Fayard, est là, mais un bon éditeur, parce que ça compte. Une fois qu'on a le manuscrit, on le transmet à l'éditeur, et ensuite on fait des relectures, et puis après l'éditeur, il y a toute la promotion, etc. Donc c'est tout un travail d'équipe. Et puisque vous me posez cette question, je vous fais une réponse qui n'a rien à voir. J'ai le micro, donc vous l'avez dans le baba. Je voudrais insister sur l'écosystème qui permet à la culture et à la littérature de perdurer aujourd'hui, parce que j'ai découvert tout ça. Moi, je ne connaissais rien au monde de l'édition. Les représentants, les libraires, sans qui cette part de culture disparaîtrait. Et les libraires, c'est un commerce essentiel. Essentiel. J'ai eu beaucoup de peine de voir les librairies fermées. C'est dramatique. C'est une erreur d'intellectuel technocrate. C'est invraisemblable, de mon point de vue. Alors en plus, je suis très en colère parce que je sortais mon livre en même temps. Donc, comme campagne de promotion, il y a mieux. Mais votre livre est toujours là. Mais tout cet écosystème est très important. On n'en parle pas suffisamment. Alors aujourd'hui, on fait clic et on va sur Amazon. Mais ce n'est pas Amazon qui maintiendra la culture française. Ce sont nos libraires, nos représentants, nos maisons d'édition. Vous voyez ? Et les rendez-vous de la Baule. Troisième question. Le plus agréable, commencer ou terminer un livre? Alors là, je suis dans la merde. Bon. Ah ben, vous n'êtes pas obligé de répondre. Quatrième question. Bon, un peu idiote vous concernant, mais tant pis. Si vous n'étiez pas écrivain, que seriez-vous? Alors, je serais officier. Oui. Je l'ai déjà été. Je serais joueur de foot professionnel. Malheureusement, je n'avais pas le niveau. Je serais conseiller en stratégie, c'est ce que je fais. Le premier livre qui vous ait plu lorsque vous étiez enfant? Alors, j'aimais bien, alors enfant, vers 10 ans, quoi, par là, j'aimais bien lire Les 6 compagnons. Ça se passait à la Croix-Rousse. C'était 6 jeunes garçons avec une jeune fille et un chien. J'aime beaucoup les animaux, au grand désespoir de ma femme. J'ai une ferme pédagogique, vous pouvez venir la visiter. Mais j'aimais ces livres. Et alors je me suis posé la question, pourquoi ? Probablement parce que c'était une équipe et que c'était des aventures en équipe et que les uns et les autres étaient complémentaires. C'est peut-être là que je l'ai découvert. En tout cas, c'est l'explication que je vois. Sixième question, le livre qui vous a donné envie d'écrire? Mon livre de chevet, le rôle social de l'officier du maréchal Lyotet,
Je dis ça pour ceux qui aiment bien lire des livres courts écrits gros. C'est petit, fin du 19e siècle. Il explique pourquoi l'armée a un rôle social, l'officier et l'éducateur de la nation. Je l'ai lu quand j'étais à Saint-Cyr et depuis, je l'ai toujours gardé dans mes déménagements. Alors parfois dans les déménagements, on perd des trucs. J'ai découvert très récemment qu'en fait, j'en avais 3 exemplaires. Mais formidable livre, actuel par rapport aux fractures de notre société, incroyable de voir la vérité de ses propos écrits il y a plus d'un siècle. Le livre qui vous décourage d'écrire, c'est-à-dire vous, en lisant, vous vous dites « j'y arriverai jamais, c'est trop fort pour moi ». Alors, il y a le code des impôts, mais bon, on paye beaucoup trop d'impôts en France, mais c'est un autre sujet. Il faut bien payer l'armée. Alors, Non, on n'est pas payé cher. Hein. Oui. Non, je crois que c'est les règlements. J'aime beaucoup cette phrase de Foch, les règlements sont des guidanes qui favorisent la paresse d'esprit. Vous savez, j'ai jamais été un bon élève et j'ai toujours été mal classé en école militaire, dans toutes mes écoles militaires. Ça paraît curieux, mais c'est comme ça. Personne ne me croit, mais je vais finir par sortir les notations que j'avais quand j'étais à Saumur sous-lieutenant, et ça sera crédible. Non, j'ai jamais aimé les règlements. Par exemple, le règlement d'emploi du char de bataille, quand j'étais sous-lieutenant, c'était la Bible. J'ai jamais aimé parce que j'étais persuadé à l'époque, je pense que malheureusement j'avais raison, que l'ennemi en face applique à peu près les mêmes raisonnements et que pour gagner, il faut surprendre, la surprise, celle qu'on impose, pas celle qu'on subit, et que donc ces règlements, c'est bien pour apprendre, mais c'est même dangereux. Et je suis de l'avis de Foch, donc je déteste lire les règlements d'emploi. Alors le premier, c'était les chars de bataille, puisque c'était ma spécialité. Parce que quelque part, je pense que la jeunesse aujourd'hui, elle n'attend pas des règlements, elle n'attend pas des process, elle n'attend pas des procédures, elle attend de la raison d'être, du sens. Et pour votre ordinateur, vous êtes arrivé à vous débrouiller sans mode d'emploi? Vaste sujet. Nous avons un problème avec ma femme, c'est que je ne sais pas qui d'entre nous est le plus nul. Bon, en tout cas, vous avez réussi à écrire 4 livres avec cet ordinateur. Grâce à mes enfants qui me dépannent. Avant-dernière question, quel est votre personnage de roman préféré? Alors, je pense que c'est Lucien de Rubempré. Je suis allé voir le film Illusion perdue. Je vous le conseille, fantastique. Un peu long, mais extraordinaire. Alors moi, je suis extrêmement intéressé par la comédie humaine de Balzac, parce qu'aujourd'hui, c'est d'une actualité incroyable. Et Rubempré qui part d'Angoulême, qui monte à Paris, et qui perd ses illusions les unes derrière les autres sur le pouvoir, les médias, la littérature, les femmes. Le grand Paris, et qui finit à la fin par revenir après avoir perdu toutes ses illusions. Moi qui ai eu la chance d'être dans ce grand Paris, au cœur du pouvoir, j'ai trouvé ce film et j'ai lu évidemment le roman extraordinaire. D'une manière générale, la comédie humaine de Balzac, aujourd'hui, est d'une actualité incroyable. Il faudrait qu'on la relise à Paris. On est à la Baule ici, chez les gens bien. Mais à Paris, parfois, on est dans cette comédie. Mais la vie, ce n'est pas une comédie. La vie, ce n'est pas une pièce de théâtre. Vous voyez, nos jeunes, ils veulent des gens transparents. Ils veulent à la fois du granit, mais du cristal, du solide et du transparent. Et Rubempré, qui perd ses illusions les unes derrière les autres, comme une branche que l'on effeuille, j'ai trouvé ça fantastique. Et enfin, dernière question, quel livre offririez-vous à un enfant? Alors là, probablement Le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est facile comme livre à lire,
En même temps, il pourra le prêter à ses parents. C'est bien pour les parents aussi. Non, c'est un livre extraordinaire où on voit bien que le cœur voit des choses que les yeux ne voient plus. Et c'est magnifiquement écrit. Non, Le Petit Prince, ouais. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup de toutes ces réponses et de cette conversation. Vous allez pouvoir retrouver nos amis et leur signer vos livres. Et nous, on se retrouve mardi prochain, le 22 février, avec Hugo Clément, qui a un idéal. Il veut nous inviter à changer de regard sur les animaux. Merci. Et je voudrais... Je voudrais vous remercier d'être venus. Je trouve ça remarquable. Je ne le dis pas par démagogie, je ne suis pas un démagogue. Je pense que c'est un signe que tous ces sujets intéressent nos concitoyens, intéressent les Français. N'oubliez pas, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et elle reste, la preuve, c'est que vous étiez nombreux. Gardez l'espérance, s'il vous plaît. Ne tombez pas dans ce travers français de la désespérance. L'espérance, ça rime avec France. Merci. Merci.